Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 240e, 247e émission Vlil. Et on est donc avec ce soir, on a la chance d'avoir une éditrice, une fondatrice, on va même dire ça, puisque Virginie Bégodeau vient de fonder les éditions Jeanne et Juliette, euh, qui a donc sorti les deux premiers romans le 26 mai dernier. Et nous avons aussi la chance d'avoir les deux premières autrices du catalogue, Céline Knidler et Elisa Sebel. Et évidemment, on va parler de ces deux romans aussi par la suite, mais d'abord, on va commencer par l'historique, par présenter cette maison. Virginie, j'ai envie de te poser une première question. Qui d'autre que toi pouvait créer cette maison-là, basée sur des sagas historiques, puisque c'est ton domaine. Tu es romancière, tu as déjà écrit plus d'une dizaine de romans, tu es lectrice de romans historiques, et tu aurais même pu figurer, j'imagine, dans ce catalogue si ce n'avait pas été peut-être toi en tant qu'éditrice. Peut-être que l'idée de t'auto-éditer peut aussi venir, on ne sait pas. Mais en tout cas, Peut-être. mais en tout cas, j'aimerais savoir déjà voilà, l'historique de cette maison-là et ton appétence pour ce genre de saga historique. Et on précisera ensuite qu'est-ce qu'une saga historique aussi concrètement, puisque tu joues aussi à travers cette maison d'édition sur les genres et sur la notion de romance, d'amour. Euh, En tout cas, tu as des définitions différentes qu'on peut côtoyer actuellement. Alors, du coup, bonsoir à tous. Donc déjà, voilà, comme le dit Anthony, je suis passionnée de saga, mais je suis surtout passionnée de grandes histoires. Donc ça, c'était vraiment primordial. Qui d'autre aurait pu créer une maison? Bon, une autre folle, je pense. Et parce que bon, quand je me suis dit on va monter une maison d'édition, on m'a dit ah bon. Et quand j'ai rencontré Stéphane Carrière, parce qu'on fait partie du collectif d'Anne Carrière, et je pense qu'on était deux fous à se lancer dans cette aventure. Et moi, ce que je voulais, principalement, c'est de créer une maison dans laquelle on peut se reconnaître en tant que lecteur de saga et d'offrir aux lecteurs des sagas grand public, mais de qualité. Et aujourd'hui, Anthony, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc tu as parlé de romance, de notion d'amour. Donc, on ne veut pas de romance, parce que les romances, c'est très codé, des romances historiques très codées, mais on parle d'amour. Parfois, on n'en parlera pas du tout. Mais ce qui était hyper important pour moi, c'était de moderniser, de rafraîchir et surtout de faire appel à des talents francophones. Donc, on ne fera pas de traduction, on sait que des auteurs francophones. Et je dis francophone parce que notre auteur du catalogue de 2023, il y en a une canadienne. Donc, du coup, voilà, ça, c'était super important. Et en termes, quand tu parlais d'auto-édition dans Jeanne et Juliette, oui, j'ai un roman qui sort chez Jeanne et Juliette en 2024, mais je ne serai pas mon éditrice, je ne peux pas être ma propre éditrice, donc ce sera Stéphane Carrière qui sera mon éditeur, et Mario Risa qui est avec moi à l'édito. Donc voilà, du coup, ça fait aussi partie de tout ce qu'on veut mettre en avant et d'avoir des thèmes très différents, parce que là, on voit avec les deux premières sorties, Les Fleurs du Sérail et La Fille du Bourreau, on est sur des époques différentes, des écritures différentes, des héroïnes différentes. Et ce qui est hyper important, c'était voilà, d'avoir le choix de se dire on finit une saga, où est-ce qu'on peut aller trouver une autre saga aussi bien chez Jeanne et Juliette, d'être une référence, en tout cas c'est l'ambition qu'on a, d'être la référence en matière d'édition de saga historique. Alors justement, j'aimerais que tu nous parles de la création de la maison d'édition, puisque Ouais. tu viens de dire que, en effet, tu as été prise pour une folle, et on comprend qu'aujourd'hui, créer une maison d'édition en 2023, c'est un pari fou, c'est un risque, vu les sorties constantes qu'on voit en librairie et dans l'édition, dans le monde éditorial en général, c'est un pari osé, mais en même temps, tu t'es aussi basé sur le succès des sagas historiques actuelles, étrangères, en te disant tout simplement, j'imagine que il y avait aussi quelque chose. Il y avait des lecteurs. Il y avait beaucoup de lecteurs, Oui. mais euh, peu de francophones. Est-ce que tu as aussi une explication par rapport à ça, du fait que il n'y a pas de roman historique francophone? Alors, Il y en a il y très en peu, a, en tout cas. il y en a, mais très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça coûte. Tout simplement. Miser sur des auteurs français, ça prend plus de temps. Il y a peu d'éditeurs qui prennent le risque. Et c'est quelque chose où on a eu le constat avec Stéphane Carrière. Donc moi, quand j'ai créé cette maison, il a suffi d'un coup de fil où on m'a dit, où Stéphane Carrière m'a appelé pour un tout autre projet. Et il m'a dit, mais tu fais quoi dans la vie? Je dis, bah, j'ai monté une maison d'édition. Et il m'a dit, c'est génial, on se rencontre. J'étais la seule sur ce créneau-là. On est les seuls à faire ça en France. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, si tu devais éditer une saga aujourd'hui, ce serait quoi? Et je lui ai dit, Le Goût du bonheur.
Donc, je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un connaît Marie Laberge, c'est une saga exceptionnelle. Et je lui dis, tu connais sûrement pas. Et il m'a dit, c'est ma mère qui l'a édité. C'était les éditions Anne Carrière. Mais moi, je l'avais lu en poche parce que j'étais pauvre étudiant. Donc, et de là, ça a matché. Et je pense que ce qui a plu dans ce projet, c'est le fait qu'on soit sur un créneau qu'on maîtrise, entre guillemets, qu'on fasse appel à des auteurs francophones et qu'on les fasse travailler. Parce que les filles qui sont là, elles savent qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé. Ça a été des contrats, c'est des commandes. Alors, à part Elisa, qui avait déjà un manuscrit quasiment terminé, mais que ce soit Céline ou Émilie, Marilyn, pour toute l'année, ça a été des commandes. Donc, en fait, on a créé la maison et, avec ces livres qui sont apparus. Donc, vraiment, la fondation, c'était ça, avec l'ambition vraiment voilà, de dépoussiérer, quoi. De dépoussiérer ça. Le succès des Bridgerton, les Casalets, et puis toute la partie audiovisuelle qu'on connaît tous, les séries télé, tout simplement, qui ont le vent en poupe. Et je pense que la saga a toujours été importante dans la vie des lecteurs. On a un public pour ça, mais un public qui ne se retrouvait pas forcément dans la romance pure ou dans le roman historique traditionnel. Et entre les deux, il n'y avait rien. Voilà. Est-ce qu'on Je sais peut pas si c'est justement... clair. Oui, oui, non, c'est très clair. Est-ce que justement on peut parler de cette évolution, parce que j'imagine que la maison d'édition s'est pas créée en 2023, en tout cas ça m'étonnerait que tu l'aies créée en 4 mois, en 5 mois. Je pense qu'il y avait quand même une... Si, En fait, moi, je l'ai créé exactement le 26 mai 2022. donc ça fait un Et an. j'ai signé le contrat. Enfin, on a commencé à signer avec les filles. De mémoire, Céline, on s'est rencontrés fin mai, toutes les deux. Et Lisa, c'était quasiment pareil. Et on a signé début juillet. Et on a eu moins d'1 an pour tout sortir. Voilà, c'est. Mais on a C'était été fou. bien c'est complètement fou. Mais on a été tellement bien entourés. Tous ceux à qui on a parlé du projet, que ce soit la graphiste Cerise Heurter, et ça c'est très important d'en parler parce qu'elle a fait un travail en ligne, en charte graphique assez fou. Nos illustrateurs, ils ont tous marché avec nous, ils ont tous compris ce qu'on voulait. Et, et on a été suivis en fait même par le gros groupe qui est Média, qui a fait une excellente mise en place, qui nous soutiennent. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, à ce moment où l'édition va pas très bien, eh ben, on est partout et c'est génial. Ça fait peur, mais c'est génial. Tu parlais justement de dépoussiérer le genre. De quel axe justement tu as décidé de t'épauler dans cette aventure? Dépoussiérer un genre, c'est entre guillemets un mot plutôt commun, mais sur quels axes concrets tu as décidé de te lancer dans cette aventure en réalité? Alors déjà en termes d'héroïnes, parce qu'on parle beaucoup enfin, des héroïnes, elles ont des valeurs qui nous correspondent aujourd'hui. Alors on parle de lecture féministe, mais encore une fois, on y met ce qu'on veut, mais c'est pas vraiment. Enfin voilà, on y met ce qu'on veut. En termes d'écriture, parce que les filles qui écrivent, là je dis les filles, on aura un homme en 2024 qui écrit avec nous. Mais Une question ont qui des viendrait. écritures. C'était Comment? une question qui allait venir, Ah évidemment. voilà, excuse-moi, Évidemment. j'ai court-circuité. Euh, et en termes de style d'écriture, on n'est plus sur le genre empoulé, la phrase, on n'est pas. Voilà, c'est moderne, c'est efficace, ça nous ressemble, c'est bien écrit. Les filles ont des plumes très différentes et très chouettes. Voilà, on est là avec des choses qui aujourd'hui, même en termes de valeur, ne nous correspondent pas, ne correspondent plus. Voilà, c'est le côté, on réaxe tout ça, on reste sur le côté très historique dans le sens que la rigueur historique est très importante. Rien n'est laissé au hasard. Tout ce qui se passe dans le livre, sauf le côté romanesque, est réel. Les filles ont énormément travaillé. Il y a même, voilà, ça c'est important. Et sur le côté, voilà, moderniser, c'était ça. C'est vraiment l'axe en termes d'écriture et de valeurs en fait qui sont transmises dans nos livres. Tu as parlé d'héroïnes uniquement, Oui. donc j'imagine que euh, ce ne seront que des héroïnes. Il n'y aura pas de héros masculins. Euh, Alors, disons que c'est des duos iconiques. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des duos iconiques. Du coup, alors, parfois, ça peut être des duos amoureux, parfois pas du tout. Mais principalement des héroïnes. Et pour l'instant, on est quand même sur cette. Je pense qu'il y a assez de héros
sur les romans. Et voilà. Je comprends, je comprends. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de, alors l'organigramme, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, avec qui tu travailles concrètement, comment tu fais partie en effet du collectif Anne Carrière. Je sais que tu es plutôt isolé, tu es en tout cas seul pour l'éditorial avec quelqu'un d'autre, il me semble. Mais concrètement, l'organigramme, c'est ça qui est important aussi de préciser, c'est que tu es presque seul pour tout faire et qu'on va parler aussi des différents tomes obligatoires pour une saga, de minimum 3 tomes. Donc, j'imagine le travail que ça représente, mais concrètement, est-ce que tu envisages aussi peut-être à un moment donné de t'orienter sur une organisation peut-être un petit peu plus large, si c'est possible, bien sûr, mais avec qui tu travailles? J'imagine que tu travailles avec des freelances, bien sûr, mais euh, en tout cas, quel est ton organigramme? Alors, toute la partie. Alors, quand on est au collectif d'Anne Carrière, on travaille avec l'équipe d'Anne Carrière, donc qui va être des responsables des droits, les attachés de presse, par exemple, qui sont chez Anne Carrière, les assistants de fabrication. Voilà, ça, c'est l'équipe d'Anne Carrière. Après, on travaille avec des freelances, effectivement, le graphiste, les illustrateurs. En édito, je travaille avec mon associé Mario Oriza, qui nous a rejoint chez Jeanne et Juliette, et on se connaît depuis plus de 20 ans. Dire comme ça, c'est compliqué, qui n'a pas encore accompagné Elisa parce qu'elle n'était pas encore arrivée, mais qui a accompagné Céline, n'est-ce pas? C'est pas que tu as le droit d'agir. 1000 commentaires. 3000 commentaires. 3000 commentaires. Et sinon, on est toute seule. Enfin, sinon, je suis toute seule. Et à terme, quand la maison sera bien lancée, je déléguerai en priorité toute la partie communication. On est déjà aidé beaucoup avec les gens autour de moi, mais c'est peut-être ce qui me prend le plus de temps en termes de, voilà, qui s'éloigne un peu plus du côté édito. Et là, on sait que, voilà, comme on travaille, comme tu disais, là, on s'est signé 3 tomes chaque saga, des tomes qui ne sont pas écrits. Et en fait, c'est un peu l'éternel recommencement avec des ajouts pour les années suivantes. Du coup, on est sur le programme déjà de 2024 et 2025. Donc, voilà. Donc, à terme, voilà, j'aimerais bien avoir quelqu'un pour faire de la communication. Alors Mais bon, justement, ces sagas-là, c'est 3 tomes minimum, on précise. ouais. Tu ne prends pas de saga en dessous de 3 tomes, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y a une limite finalement? Est-ce qu'il y a une limite de tomes à préparer, à écrire pour un auteur quand il se lance dans l'aventure Jeanne et Juliette? Est-ce que tu lui fixes quand même une limite de 6, 7, 8 tomes, 10 tomes? Est-ce que Alors, faut pas dire ça à mes auteurs devant, hein, parce que là, elles vont s'enflammer. Je pense que 3 tomes, c'est bien, c'est le minimum. Après, si l'histoire a besoin d'un tome supplémentaire, oui. Mais c'est comme les séries. Des fois, c'est la saison de trop. Donc, et des fois, l'histoire tient en 3 tomes. Je préfère que les auteurs avec qui on travaille connaissent beaucoup de succès avec leur première saga et qu'elles m'en fassent une autre. Comme ça, de se renouveler, c'est bien. Là, en l'occurrence, les sagas qu'on a signées ne nécessitent pas plus de 3 tomes, mais on n'est jamais à l'abri, en fait. Voilà. Et, et ce nom justement alors de maison d'édition, Jeanne et Juliette, est-ce qu'on peut en parler quand même parce que c'est plutôt inédit. Justement, d'où vient-il? Pourquoi avoir décidé de choisir ce nom-là? C'est le nom de mes filles. Ah ben voilà, d'accord. C'est très simple, hein. Il n'y a pas de connotation historique, rien du tout. C'est vraiment le nom de mes filles. Enfin, bah, le deuxième prénom de ma fille, c'est ma grande, s'appelle Faustine Jeanne, et ma deuxième s'appelle Juliette. Du coup, Jeanne et Juliette, ça me paraissait logique. Voilà, c'est tout bête, hein. Il n'y a rien de. Et pas de storytelling. Ok. Ok. Non, non, là, elle apparaît mes filles et il fallait un nom, voilà, du coup, après le côté héroïne. Mais non, voilà, c'est un nom très simple qui se retient aussi, mine de rien, et qui était assez moderne. Voilà. Et graphiquement, ça donne un joli logo, je trouve. Voilà. Alors j'aimerais qu'on parle de la graphiste justement parce qu'elle a fait quand même un travail assez incroyable puisqu'elle elle partait de rien concrètement et elle devait donc envisager une charte graphique et visuelle sur l'entièreté du catalogue et sûrement la tenir pendant longtemps puisqu'on a vu certaines couvertures des livres qui paraîtront en octobre et novembre. Évidemment, rien ne change, tout a été conçu ainsi, mais comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que les auteurs aussi, les autrices ont travaillé également avec l'illustratrice, la graphiste, par rapport à l'imagerie ou en tout cas
ce que les couvertures pourraient évoquer. Alors, la graphiste, elle nous a fait toute l'identité visuelle, donc pas les illustrations. Vraiment le bandeau, toute la partie typo, c'est elle qui nous l'a fait. Les autrices n'ont absolument pas travaillé avec elle sur ce côté-là. Quand je suis rentrée chez Carrière, ils m'ont dit il faut absolument que tu travailles avec cette graphiste donc, qui s'appelle Squeezerter, parce qu'ils savaient qu'entre elle et moi, ça allait matcher. Et elle allait partir en congé maternité. Et elle m'a dit ce projet, il est tellement génial que je le fais. Elle nous a fait elle a compris ce que je voulais. Et en deux propositions, elle savait. Donc ça a été assez rapide en fait de travailler avec elle. Et ce qui est important pour nous, c'est que chaque saga a une couleur. C'est-à-dire que voilà, Héloïse est sur du turquoise, Céleste sera sur du rouge, et voilà. Et là où c'était plus compliqué, c'est quand les illustrateurs, on a cherché, parfois recommandés par la graphiste, parfois non. Certains ont travaillé avec les auteurs. En l'occurrence, La fille du bourreau, c'est Jérôme Salérin qui a fait la couverture, et je sais qu'il a beaucoup, enfin, tu pourras en parler, Céline, beaucoup travaillé avec toi parce que ça marchait bien et nous on a accepté aussi parce que c'est pas toujours le cas, on ne doit pas forcément, nous en tant qu'éditeurs, c'est un conseil qu'on nous donne, de mettre les auteurs et les illustrateurs en relation. Mais là en l'occurrence avec Céline ça marchait très bien et enfin tu peux en parler Céline, voilà, c'est un illustrateur très investi. Oui, je confirme, en fait, il a lu les mêmes bouquins que moi sur les bourreaux, donc il était aussi calé que moi sur les bourreaux. Donc voilà, et puis on a vraiment. Enfin, j'ai fait presque peu de retouches en fait sur ce qu'il a proposé, vraiment des petits détails. Donc Donc il y a quand même un travail aussi commun, même si en effet les autres ils sont pas forcément au courant. Mais est-ce que ceux qui composent les couvertures lisent les livres? Est-ce que c'est quelque chose que tu leur demandes pour justement s'imprégner ou pas forcément? Alors pour l'instant non parce que les illustrateurs que j'ai eus ont très bien compris ce qu'on voulait. La plupart du temps. Après, comme je disais, on n'implique pas forcément les auteurs, mais elles ont le droit de regard sur leur couverture, hein, même avec Elisa, on a beaucoup travaillé sur cette couverture. Elles regardent quand même, enfin, on en discute. En général, les illustrateurs, ils veulent un pitch ou parfois le texte, mais c'est assez rare, et ils veulent un univers. Donc moi, ce qui est très important, c'est que je leur donne exactement ce que je voudrais en termes de couleur, en termes de graphie, et après, leur but, c'est de créer, on les bride pas, et voilà, il n'y a pas de prérequis d'avoir lu. Là, Jérôme, en l'occurrence, c'était vachement documenté parce que c'est ce qu'il faisait, mais on l'a pas, voilà, c'est pas un prérequis. D'ailleurs, par rapport au fait que tu t'es quand même mis dans une sorte de niche éditoriale, puisqu'il faut que les autrices soient francophones, qu'elles écrivent au minimum de 3 tomes. Est-ce que tu n'as pas cette crainte de ne plus trouver d'autrices ou d'auteurs francophones pour écrire? Est-ce que c'est une crainte Alors, pour toi? Alors, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question serait sur les difficultés que tu as eues justement à monter cette maison. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières à travers le monde éditorial, des acteurs du monde éditorial qui n'ont pas forcément vu le projet du même œil que toi, Voilà, j'aimerais que tu nous parles aussi du côté sombre, entre guillemets, de ce métier-là où j'imagine que rien n'est facile. bah, pour la première question, sur la crainte des auteurs, je l'ai un peu eu. Mais là, en fait, quand j'ai été chercher les auteurs, j'y suis allée au culot, hein, pour plein de raisons. Enfin, il y en a où c'était au culot, d'autres, ça a été des recommandations. Et, euh, et je savais. J'avais confiance en elles, je savais. Et je me suis toujours dit, il y a toujours des auteurs quelque part. Aujourd'hui, on a fait un appel à manuscrits, on a eu des retours, et on est tellement bien soutenus que là, j'ai pas peur. Et s'il faut retravailler comme on a fait avec Céline, Elisa, Émilie et Marilène en commande, ça dépend, mais on le fera. Après, ce qui est important de préciser, c'est que les auteurs qui sortent cette année, c'est pas des primo-romancières. J'aurais jamais fait ça avec des primo-romanciers. Vous avez déjà publié, les filles, enfin, on le sait. Et donc ça, c'était important. J'ai pas cette crainte-là, sachant que mon catalogue de 2024 est bouclé. Donc déjà, au pire, la crainte, elle sera plus tard. En ce qui concerne le côté sombre, eh ben, ça paraît un peu idyllique, mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. En fait, tous ceux à qui on a parlé du projet, et ça va presque dépasser, voire déposséder, ils y ont tellement cru, même parfois plus que moi, tellement fort, plus fort que moi, qu'il ne s'est rien passé. Au contraire, on était très soutenus par les gens du milieu, mais de tous, de la maison, des acteurs de l'édition en dehors, parce qu'on sait tous comment ça fonctionne. Et le seul point sombre qu'on ait eu, c'est une frayeur
qui est devenue une anecdote, du coup, c'est qu'à 15 jours de la sortie, on a failli ne jamais avoir Céleste. Parce que l'imprimeur a été inondé et il a pris feu. Il y a eu la foudre qui est tombée juste avant d'imprimer La fille du bourreau, et toute l'équipe d'Anne Carrière s'est démenée parce qu'en fait, si le livre ne rentrait pas chez le distributeur annulait la sortie. Donc la diffusion a dit c'est pas possible, c'était un trop gros lancement. Et l'anecdote, c'est je suis arrivée au bureau à midi en me disant tout va bien, et j'ai vu mes collègues me dire écoute, assis-toi. Et je dis je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé. Elle me dit on n'a pas voulu que tu fasses une syncope dans le métro. Donc c'est pour dire qu'on a vraiment une équipe assez incroyable, et ils y croient autant que nous. Et ça, c'est super beau. Donc vraiment, c'est le côté bisounours, et je l'édulcore pas. C'est vraiment, tout le monde y croit, que ce soit les libraires. Il n'y a pas eu de causé son nom pour l'instant. Je croise les doigts, ça n'arrive pas, mais en tout cas, ils y croient. Alors justement, par rapport à ça, par rapport au fait que il y a une sorte de vague d'amour qui s'empare de Jeanne et Juliette, comment on peut parler d'amour en 2023 sans tomber justement dans des clichés, dans de la romance, comme tu le disais tout à l'heure? C'est quoi la différence aussi avec ça et concrètement dans un monde aujourd'hui où il y a quand même peu de positifs, hein, on entend peu de positifs, euh, comment on peut parler d'amour de manière différente à travers en plus l'histoire? Et d'ailleurs, la question se pose à toutes les trois, évidemment. Alors, je commence. Peut-être, je sais pas si je pense qu'en fait, l'amour, elle est dans 95% des textes aujourd'hui, mais de formes différentes. Et que on n'est pas. Ce qui fait que nos héroïnes nous ressemblent, c'est qu'elles sont humaines. Donc elles vont vivre des choses. Et l'histoire d'amour, c'est pas leur quête. C'est pas le quête de l'héroïne. Et c'est ça qui change par rapport à la romance. La romance, c'est un genre très codé, harlequin, et de la romance. Les Bridgerton sont de la romance, puisqu'à la fin, tout le monde signe ensemble que le but de l'histoire, c'est d'être avec la personne. C'est les Ouais. films de Noël, en fait. Et nous, c'est pas ça. Nous, s'il y a des histoires d'amour, c'est bien, mais ça peut peut-être mal finir. Ça peut peut-être ne jamais être de l'amour enfin, que l'amour à sens unique. Voilà. L'amour, on en parle, mais c'est absolument pas la quête de l'héroïne. Et ça, c'est hyper important. Donc, je sais pas si les filles, enfin, je pense que les filles vont parler aussi, mais Céline, je prends l'exemple de Céline qui avait Ouais, tellement peur. Elle déteste les histoires alors d'amour. justement, moi, les scènes d'amour, c'est les plus difficiles à écrire parce que justement, j'ai peur de tomber dans le mièvre, dans le sirupeux, dans le sirop. Donc, mes scènes d'amour, au début, elles étaient assez sèches. Elles étaient Ah, on n'y assez... croyait pas, hein. voilà, on n'était pas trop... Enfin voilà, j'essayais j'en faisais un peu le minimum, un peu trop le minimum. Et justement, Virginie est passée derrière et a dit, non, 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 là, il va falloir que tu me dises ce qu'il pense, ce qu'il ressente, rajoute-moi de l'émotion. Et donc, j'ai retravaillé ces scènes-là, mais c'était vraiment les plus difficiles à travailler justement pour éviter de tomber dans le mièvre, quoi. C'était vraiment ma crainte. Donc, je pense que là, le pari est réussi parce qu'on a réussi à trouver un juste équilibre entre voilà, être vraiment dans le ressenti des personnages, mais sans tomber dans un excès. Enfin, ce sera au lecteur d'en juger. Dès le titre, en principe, avec un bourreau, logiquement, l'amour est quand même plutôt en deuxième plan. Détrompez-vous, les bourreaux aussi Et, aimaient et pouvaient tomber amoureux. par rapport à la plume de Céline, Elisa, du coup, a une plume douce en termes de. Enfin, pas une plume. Elle a une autre vision de l'amour. Elisa, tu peux en parler, c'est vraiment très Euh, différent. oui, bon, moi, c'est différent puisque elle est dans un arrêt. Donc, l'amour, pour elle, c'est toujours des flashbacks, ce sont des souvenirs. Donc, évidemment, elle va un peu, comme nous tous, dans nos souvenirs, les souvenirs sont toujours plus beaux que la réalité, je dirais. Euh, L'amour, je sais pas, moi, c'est simplement, je pense que l'amour fait partie de notre quotidien, tous les jours, à tous. Là, dans mon livre, il y a plusieurs amours. Il y a les amitiés, euh, il y a l'amour par rapport à la personne, à notre compagnon. Il y aura aussi l'amour, mais je ne sais pas si je peux le dire, mais l'amour par rapport à nos enfants, enfin, à notre, dans ce cas, enfin, je ne veux pas dévoiler plus. Donc, l'amour filial, il y a l'amour, il y a il y a les trois types d'amour finalement dans ce roman-là. Euh, je ne sais pas quoi dire de plus. Je l'écris de manière très naturelle, presque comme je le vis moi, en fait, comme personne dans ma propre vie. C'est tout ce que je peux dire, mais c'est vrai que c'est pas de la romance. Enfin, ce roman-là n'est absolument pas une romance, puisque, comme je vous dis, l'amour,
il est dans ses souvenirs. Mais il y a de l'amour partout, les trois types d'amour partout. Et je pense qu'aussi, euh, je pense qu'il y a surtout de l'amitié, de la sororité, évidemment des inimitiés, qui vont ensemble, mais je pense que l'amour le plus important de ce roman-là, ce serait peut-être l'amitié. Ce qui est important d'ajouter, c'est que les auteurs ne sont pas bridés, enfin pas trop, je pense qu'on vous a pas trop bridé sur votre notion de l'amour. Alors Céline disait qu'on l'avait un peu rajouté de l'émotion, mais c'est rajouté pour le plaisir de lecture sans dénaturer. Et en fait, leurs héros, elles en font ce qu'elles veulent, c'est-à-dire que si demain, enfin voilà, il y a pas, on les bride. Attention à ce que tu dis, Virginie. Je dis rien, je dis rien. Mais Elisa le dit très bien, elle écrit comme elle le sent, comme elle l'est. Et Céline, c'est pareil. Et les autres romans, c'est pareil. C'est si elle a envie de parler d'amour, et comme disait très justement Elisa, l'amour filial, l'amour d'amitié, parce qu'en fait, l'amitié, c'est quoi? C'est l'amour, en fait. C'est une sorte d'amour. Ouais, c'est pas un débat, hein, mais voilà, il y a plusieurs formes d'amour, et ça, c'est super important pour nous. Par rapport justement à votre travail, à toutes les trois, comment vous vous êtes organisés? Donc, si j'ai bien compris, pour Elisa, ça a été, le manuscrit était déjà prêt, ou en tout cas, vous avez sûrement travaillé ensemble ensuite, mais en tout cas, ce n'était pas forcément une commande. Mais comment vous vous organisez, alors, partie autrice, partie éditrice, pour travailler les textes comment dire, sur une période déjà historique? Est-ce que vous vous entourez d'historiens? Vous faites valider aussi parfois certaines choses. Je sais que toutes les deux, vous avez un parcours quand même assez éloquent, un CV éloquent, on en parlera tout à l'heure, mais pas forcément sur le côté historique. Comment vous validez les pistes en fait? Comment toi, Virginie, tu arrives à orienter tout ça? Parce que c'est un vaste travail, non seulement éditorial, mais aussi historique. Il y a quand même deux pans qui sont monumentaux et qui méritent beaucoup de travail et d'échanges, j'imagine, entre vous. Alors là, je vais parler avec Elisa, parce que c'est vraiment le premier qu'on a travaillé, donc c'est un texte qui était déjà abouti. Il n'a pas empêché de travailler beaucoup. Et Elisa, je sais que déjà, elle a une rigueur historique dont j'ai confiance, enfin pour laquelle j'ai confiance. Donc, sauf où on avait des doutes, mais j'ai pas de doute, enfin j'ai pas peur. Je savais que tout ce qu'Elisa disait, la rigueur était là. Donc, comme c'était un texte abouti, les recherches avaient déjà été faites. Donc, sur ce point-là, on n'a pas. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Elisa, mais Non, c'était. oui, enfin moi, je dois vous dire que je suis enseignante-chercheuse, donc c'est mon travail. Moi, j'ai écrit des articles académiques, des articles plutôt de littérature, mais aussi d'histoire académique. Donc, la rigueur historique, je l'ai de par ma formation et de par mon travail, mon premier travail. C'est vrai que sur le prochain roman qui va sortir, le second roman, j'ai eu des questions quant aux licences historiques, je dirais. Avec Virginie, nous avons eu des échanges pour, pas ce roman-là, mais le prochain. Parce que moi, c'est le contraire. J'ai du mal avec la licence, ce qu'on appelle la licence historique, c'est-à-dire est-ce que je peux inventer, est-ce que je peux déformer un petit peu. Et Virginie me dit, bon, ben oui, non, ça me paraît bien, ça me paraît pas bien. Donc, on a eu plus d'échanges finalement sur le roman de l'année prochaine que sur le premier roman. Et c'est vrai que voilà, comme c'était un texte déjà qui était abouti, pour Céline, c'est un peu différent parce que Céline a beaucoup lu, à tel point que quand elle m'a proposé son projet, quand ils se sont rencontrés, je pensais qu'elle avait vraiment un projet terminé et abouti. Est-ce qu'on peut dire que Céline m'a mené en bateau? Peut-être. On la sent très déterminée, Céline. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai Et, que je lui ai vendu une histoire, mais je lui ai vendu un plan. Et puis, enfin, même pas un plan, j'ai vendu un pitch. J'ai fait un petit pitch. Et et je t'ai dit puis, oui. et tu m'as dit oui. Et après, je t'ai vendu un plan. Et voilà. Mais euh, moi, évidemment, je suis pas historienne j'ai appris l'histoire dans les romans historiques. Donc, voilà, je suis pas historienne. Par contre, heureusement que les historiens se font là et qu'ils ont écrit. J'ai lu, voilà, j'ai Jean-Christian Petit-Fils qui ne me quitte plus pour Nicolas Fouquet avec Daniel Dessert. J'ai Michel Pernaut sur la Fronde. Enfin voilà, j'ai lu tous les mémorialistes de l'époque. Vive merci Gallica et la BNF qui ont numérisé tous les écrits de l'époque. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à lire, à compiler, à recroiser les informations. Et
et j'ai pu construire comme ça, en suivant la colonne vertébrale de l'histoire, j'ai pu comme ça tisser l'histoire de mon héroïne, de Céleste, et voir comment elle pouvait interagir avec les événements historiques et avec Nicolas Fouquet, entre autres. Mais je me suis aussi un petit peu détendue par rapport à ça. Justement, j'avais envoyé un mail à Pascal Bastien, qui est un spécialiste des bourreaux, qui vit au Canada. Et j'étais assez pompeuse dans mon message en disant oui, j'essaye de respecter la vérité historique, j'y tiens vraiment. Et puis il m'a répondu assez simplement, vous savez déjà sur l'histoire des bourreaux, le plausible, le vraisemblable, c'est déjà pas mal. Parce qu'en effet, sur les bourreaux, bah, on n'a pas énormément Enfin, on a des informations, mais il y a plein encore d'incertitudes, de trous dans l'histoire, parce que ce ne sont pas des personnages de la haute société, donc on n'a pas forcément beaucoup écrit sur eux. Donc voilà, ça m'a un petit peu aussi rassuré par rapport à ça. Et puis, ça reste un roman historique avec une vérité historique, enfin, une véracité historique, mais ça reste un roman, donc il y a plein de choses qui sont aussi inventées de l'ordre de tout ce qui touche au personnage du roman, quoi. Par contre, ce qui est intéressant sur la fille du bourreau, et à tel point, je l'ai déjà fait remarquer à Céline, quand je lisais, je me suis dit, mais d'où ça sort? Il y a des chapitres et qui sont, pour le coup, des réels. C'est vraiment arrivé dans l'histoire de France et c'est tellement incroyable que même, en fait, l'histoire en elle-même est déjà, tu le dis souvent, romanesque. Bah, surtout la Fronde où il se passe des milliards de choses, et c'est vrai qu'en le lisant, donc bah, toujours Michel Pernaut, je voyais plein d'événements, je disais bah, ça va rentrer dans le roman, c'est pas possible. Ah, ça aussi, c'est génial. Enfin voilà, et puis j'ai essayé de retenir les faits les plus marquants. Et ça fonctionne. Et voilà, en tout cas, pour la véracité historique, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et les filles qui suivent, bah, c'est pareil. Je pense que déjà être romancière, surtout en histo, on aime chercher. Enfin, qu'on soit historienne de métier ou pas, c'est de la recherche. Mais Sincèrement, avant, Céline, je pensais qu'elle était calée sur la Fronde. C'est non, mais après si. qu'elle. Après, voilà, c'est Voilà, une période que j'avais. Enfin, voilà, c'est une période quand même que je connaissais. Voilà, oui. j'étais pas une spécialiste, j'étais pas historienne de la Bah, c'est bon, Fronde, mais. maintenant tu fais une thèse. Et justement, par rapport à cette histoire avec un grand H, c'est intéressant ce que vous disiez. Vous disiez toutes les deux qu'il fallait aller plutôt dans l'ordre du plausible. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'un lecteur, on sait que les lecteurs sont parfois très pointilleux, très minutieux sur l'histoire de France, notamment quand il s'agit Ah, d'histoire. Alors, c'est rigolo. sans Pardon. comparaison aucune, on reproche pas ça à Alexandre Dumas, hein. Donc, pour ce Bien temps-là, sûr. voilà. Après, j'ai pas du tout la prétention d'être Alexandre Dumas. Non, mais ça peut être intéressant je voulais vous demander si vous vous étiez posé la question concrètement aussi dans le roman d'inventer jusqu'à quel point on peut inventer, parce que là aussi ça peut être problématique à un moment donné, mais où vous fixez la limite? Alors là, si je peux répondre, en fait, on n'invente pas l'histoire. L'histoire de France, l'histoire tout court, reste la même. Par exemple, Céline n'aurait pas pu me raconter que Louis XIV, il était parti, il avait changé de pays. C'était pas possible. Là, le côté plausible, bah, le bourreau, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Là, on peut se permettre. On peut inventer une résidence, on peut inventer quelque chose, mais à partir du moment où ça touche l'histoire, qu'on la connaît, ça doit être respecté. Après, on peut passer entre les mailles du filet en ajoutant un personnage qui fait quelque chose, mais il faut que l'histoire ça sinon après ça devient une uchronie. Pour moi, ça devient une uchronie et mon associée justement Marie qui, elle, est historienne de métier, Mm. pas particulièrement sur la partie médiévale, mais c'est encore autre chose. C'est elle qui va aller chercher la petite bête. Donc en fait, les romans sont extrêmement documentés et plausibles. Après, les héroïnes n'existent pas. Et c'est là, c'est entre guillemets la seule liberté, euh, vraiment grande liberté. Mais sinon, c'est super important que l'histoire, telle qu'on la connaît, soit respectée. J'ai vu d'ailleurs, je ne sais pas si Elisa veut rebondir aussi peut-être. Ben, j'ai pas beaucoup plus à ajouter que ce qu'a dit Virginie, c'est-à-dire moi j'essaie de lire un maximum de mémoires d'époque. Moi, je me méfie de l'interprétation des historiens parce qu'on sait que tous les historiens interprètent l'histoire, que finalement l'histoire c'est aussi de la grande littérature. Donc j'aime toujours, si je peux, mais c'est pas toujours facile, trouver des mémoires d'époque, des gens qui ont vécu à l'époque et qui parlent de ça. Évidemment, pour les Fleurs du Sérail, ça a été assez difficile, mais j'ai trouvé, parfois pas dans le même pays, pas en Algérie, mais ailleurs. Et des fois, il y a 10, 20 ans de différence, mais c'est de trouver ça.
Et Encore, parfois, ils sont pas d'accord. Quand il y a des témoins de la même, ils ont chacun leur point de vue et parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire est la réflexion de la société. Une histoire écrite en 2021 n'est pas la même histoire qu'elle a été écrite au début de 2020 ou qu'elle a été écrite à la fin du 19e siècle, parce que l'histoire n'est que le reflet de notre propre société et de nos propres clichés finalement, de nos propres préjudices et clichés de l'époque actuelle. L'histoire, les livres d'histoire ne parlent que de nous-mêmes, de la société. Parce que quand vous lisez un livre d'histoire, la même chose que vous lisez un livre de littérature, ça ne reflète que la société dans laquelle on vit. Plus que la vraie histoire. Qu'est-ce que l'histoire? Bon, ça, c'est une grande question. Moi, je ne vais pas être prof de fac ici. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que Virginia a bien reflété ça, c'est-à-dire que oui, rigueur historique, que oui, mais après, il y a quand même toute l'imagination d'un personnage, des héroïnes moi, enfin, dans mon cas, elles sortent assez de moi, elles sortent de moi toutes, de mon environnement. Écrire, c'est aussi, moi je pense que c'est une étude de l'histoire, mais c'est aussi une étude, une étude sociale et psychologique des personnes. Quand on écrit, on reflète aussi notre environnement et les autres. Et puis après, il y a toute cette partie un peu magie de l'imagination, d'où ça vient, on ne sait pas trop. C'est important de préciser aussi par rapport au début, quand on parlait de romans historiques purs, traditionnels, sur quoi du coup on surfe, pas plus, c'est le côté romanesque en fait, qui peut manquer parfois au roman historique pur. Nous, ce qu'on rajoute, c'est le romanesque. Et les auteurs, c'est ce qu'elles rajoutent. Je rebondis d'ailleurs, alors pardon Virginie, mais on t'entend un petit peu Ah, faiblement. pardon, excuse-moi. Peut-être Voilà, parce c'est que mieux. c'est un petit peu loin, ouais, c'est possible. J'aimerais qu'on parle aussi de la période historique, la période que tu as choisi de mettre en avant. On part du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle, donc c'est plutôt extrêmement large, de ce que j'ai cru comprendre. Pourquoi ne pas aller plus loin, justement? Quelle est la volonté de rester uniquement dans le côté début du XXe siècle, d'ailleurs, je crois. Je crois que tu n'iras pas Alors, plus loin. Et... si, en fait, Ah, c'est juste que là, en l'occurrence, bah, le roman le plus éloigné, on est sur le 17e, je ne vais pas de bêtises, donc c'est Céline. Nous, on a étendu jusqu'au grand maximum pré-Première Guerre mondiale. On ne publiera pas de Seconde Guerre mondiale. Et de l'époque médiévale jusqu'à 1910. Mais c'est que pour l'instant, on n'a pas de livre encore qui nous a été proposé, qui nous ont plu, qui rentrent dans cette période. Donc, en tout cas, c'est un appel. j'ai une idée de j'ai une Comment? idée de saga sur les hommes de Cro-Magnon si ça t'intéresse. Alors non, pas non, du coup j'ai dit non. et Mais pourquoi voilà, donc? en tout cas, c'est Pourquoi pas donc non? Pourquoi non? parce que c'est pas du tout Cette un. discrimination, Mais non, alors ça, l'Australopithèque, vraiment. très subjectif. C'est subjectif, mais je pense que l'éditeur aussi publie des textes qu'il aime et qui parlent. Moi, c'est pas du tout une période qui m'intéresse, même en tant que lectrice. Et je pense que d'autres éditeurs le font bien mieux que moi, comme la Seconde Guerre mondiale. Après, voilà, le côté médiéval, le côté. On est ouvert à tout, du moment que ce soit romanesque, que ça nous fasse rêver. Et là, effectivement, les romans qui sont arrivés bah, couvrent une période un petit peu plus restreinte, mais en tout cas, l'année prochaine, ce sera encore différent. Alors, il y a juste une question d'Isabelle qui demande à Elisa si ça n'a pas été difficile de passer de chercheuse au romanesque, parce qu'en effet, il y a une différence en tant qu'enseignante chercheuse et ensuite passer au romanesque. Comment a évolué justement votre parcours par rapport à cela, le rapport entre le côté académique et le côté romanesque? Oui, en fait, cette question, je me la pose. Enfin, c'est ma première éditrice dans le premier roman qui m'a dit il faut que tu laisses la chercheuse de côté, il faut que tu deviennes l'écrivaine. Parce qu'en moi, il y a deux personnes, il y a l'écrivaine et il y a la chercheuse. Et ça a été difficile. Je ne vais pas vous dire que ça n'a pas été difficile, ça a été difficile. Il a fallu que je me lâche. Le mot, c'est vraiment lâcher. Lâcher, que je rentre dans l'imagination complète. Mais je l'avais, l'imagination. Mais ce que je ne faisais pas, c'est je me donnais pas le droit, je ne m'autorisais pas. Je ne m'autorisais pas à ça. Avec ce second roman, comme j'ai eu voilà, j'ai beaucoup évolué dans le premier, enfin, dans l'écriture du premier et aussi au début de celui-ci, ben, je me suis plus lâchée.
Et je pense que ce roman, c'est un roman qui est plus... je pense que c'est pour ça que les retours sont aussi positifs, parce que c'est un roman où on est plus dans l'invention, on est plus dans le romanesque. Et parce que les personnages apparaissent, mais moi, ils apparaissent, mais le problème, c'est que chaque fois, je me dis, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Et parfois, et j'ai eu un conseil, bon, j'ai comme ami Eric Giacometti. Eric m'a dit, oublie l'histoire. Écris ton histoire en premier. C'est-à-dire l'histoire que tu veux écrire en premier. Et après, tu mets le cadre historique. Alors qu'avant, je faisais d'abord le cadre historique et ensuite, j'essayais de créer une histoire. Et là, il m'a dit non. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi en 3 mots, qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le but? De ça, tu le développes. Tu écris une histoire qui peut être courte, je veux dire, sur plusieurs pages. Et à partir de là, tu vas chercher après. Et ça a été, je dois le remercier, parce que ça a été le meilleur conseil qu'il m'a donné. Et je fonctionne comme ça maintenant. Je fonctionne, ce qui fait que je n'ai pas de blanc ou je ne suis pas bloquée par l'histoire. Je suis bloquée par l'histoire, parce qu'après je cherche dans l'histoire et il faut que ça cadre. Mais la partie invention, la partie imagination, elle sort. Elle sort de façon beaucoup plus fluide de cette manière-là. Bloqué par l'histoire avec un grand H, on est d'accord. Bloquée par l'histoire avec un grand H. Et Céline, alors, est-ce que justement c'est le même... Alors, tu as été journaliste et tu as fait aussi des études de lettres. Est-ce que c'est le même fonctionnement qu'Elisa sur cette question-là? Est-ce qu'il y a aussi eu une difficulté par rapport à ça de passer d'un domaine à l'autre? Et Non, notamment, après, je rebondis, pardon Céline, je rebondis aussi sur le cadre. Elisa parlait de d'abord construire le cadre l'histoire romanesque et et ensuite ouais. historique. Ça, Ouais. c'est intéressant aussi. Oui, alors les différentes activités, pour moi c'est complètement déconnecté. Je suis journaliste vidéo, donc je fais du sujet plutôt court. Alors il y a de la rédaction dans ce que je fais. Il y a la seule chose, peut-être le seul lien qu'il peut y avoir. euh, c'est vrai que souvent, j'avais un ami qui m'aidait à l'époque à travailler mes textes et qui me disait, bah, j'ai toujours l'impression d'avoir dans un film, enfin dans un scénario, quoi, de visualiser. Il me parlait toujours de mon scénario et pas de mon manuscrit, ce qui est un peu une. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose d'assez visuel dans ma façon d'écrire, mais c'est le seul lien que je peux voir entre les deux. Pour moi, les choses sont vraiment déconnectées. Par contre, je rejoins en effet Elisa sur le. C'est d'abord l'histoire avec un petit H qui prime, et après l'histoire avec un grand H qui va se greffer dessus. Pour la petite anecdote, à la base, je voulais écrire cette histoire de fille de bourreau à l'époque actuelle. J'avais imaginé ça et voilà. Et en fait, j'ai complètement. Alors, j'ai un petit peu adapté évidemment l'histoire, et je l'ai. Pour le coup, mis au moment de l'affront, ce qui n'a absolument rien à voir avec le projet initial, mais voilà, cette trame-là existait déjà, mais dans un autre temps. J'aimerais que vous nous parliez de ces deux époques que vous avez choisies. Pour Elisa, c'est 1810, pour Céline, 1649. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous, ces deux périodes? Et justement, et peut-être rebondir aussi sur Virginie qui disait que c'était deux périodes qu'il fallait absolument qu'elle aime. Ça, c'est intéressant aussi d'éditer ce qu'on aime, de pas forcément... tu aurais pu potentiellement prendre des périodes ou des auteurs qui allaient écrire sur des périodes que tu n'aimais pas. Je trouve que c'est un choix fort d'éditer en tout cas des textes sur des périodes que tu maîtrises ou que tu as envie d'approfondir peut-être. Mais voilà, j'aimerais que vous nous parliez toutes les trois de cette période-là parce que la période est capitale. Elle est beaucoup mise en avant dans le catalogue Jeanne et Juliette. Ça fait partie peut-être du triptyque roman, histoire et potentiellement euh, l'héroïne. Après, sur le côté, comme tu disais, euh, on publie ce qu'on aime parce que on pourrait publier d'autres choses, mais déjà, je pense que Jeanne et Juliette déjà publie moins, peut-être publier mieux. Je dis peut-être parce que voilà, et j'aurais beaucoup de mal à travailler sur des textes qui me plaisent pas. Pour moi, ça, c'est le fondement de mon travail d'éditrice. Alors, c'est la période historique, à la limite, qui pourrait ne pas te plaire. C'est ça que Oui, oui, bien sûr. Non, 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 mais bien sûr, Voilà. oui, oui. Après, peut-être qu'un jour, je vais recevoir un manuscrit qui se passera à l'homme de Compagnon et je vais trouver ça merveilleux. Et voilà. En vrai, d'abord, c'est Je l'histoire note. qui m'a capté. C'est Non. pas facile, Céline. On va y arriver. On va y arriver. D'ici une petite heure, logiquement, on va y arriver.
Je t'envoie un plan bientôt. Je t'envoie un pitch. Après, c'est vraiment le coup de cœur. Nous, on a vraiment marché au coup de cœur, aux rencontres, parce que là, le premier catalogue, c'est un peu différent, mais voilà, c'est très important. Par exemple, on a un choix éditorial, on ne va pas publier de l'aristocratie anglaise. Pourquoi? Parce que d'autres gens le font mieux que nous et beaucoup plus que nous. Donc, c'est aussi d'avoir quelque chose de différent. Ce qui est très important chez Eugène et Juliette, alors effectivement, il y a l'époque, mais pas que, c'est le thème. Et ça, c'est très important pour moi en tant qu'éditrice, c'est d'avoir un thème différent. La fille du Bro, c'est pas quelque chose qu'on aura constamment dans les romans romanesques. Le sérail, encore moins, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. J'ai tout appris, j'ai très envie d'y aller du coup. C'est le problème du roman d'Elisa, c'est qu'on a envie de rester dans son sérail et de manger des dattes. Mais voilà, j'ai envie d'y aller. J'ai envie, et du coup, j'imagine que si moi j'ai envie, euh, bah, peut-être que les autres ont envie d'y aller aussi. Et voilà, c'est des thèmes qui sont différents. Et c'est un coup de cœur plus que l'époque en elle-même. Alors, et donc toutes les deux, Céline et Elisa, cette époque, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ces deux époques simultanées? Tu veux que je commence? Vas-y, je t'en prie. Alors moi, je suis passionnée par... en fait, moi, c'est l'époque napoléonienne. Donc, j'ai un préquel à ce livre-là qui se passait en 1809, guerre d'Espagne, quand Napoléon envahit l'Espagne. Et moi, je suis passionnée par l'époque napoléonienne parce que je suis passionnée par ce qui s'est passé après la Terreur. Donc, on a 1789, tout un système s'effondre. On arrive à la fin de la Terreur, on a un pays où il n'y a plus rien, tout a été détruit, rien n'a été encore fait. Euh, et, euh, et arrive Napoléon, il va tout construire. Notre code civil, toute notre société a débuté là. Le début du 19e siècle, je le compare au début du 21e siècle. Nous avons maintenant la révolution numérique. Nous sommes dans une société en plein changement, mais c'est la même période, mais 2 siècles avant, qui était le début de ce qui va être les prémices de la révolution industrielle. Mais tout part de Napoléon. Vous allez découvrir dans le prochain roman que si nous avons des passeports, c'est parce que Napoléon a créé des passeports pour aller d'une ville à une autre. Que si nous avons des limites de vitesse, à l'époque, c'était le pas dans les villages et le trou dans les campagnes, etc., etc. Les départements, tout. Et donc, c'est aussi une idée. En fait, je me retrouve moi, femme du 21e siècle, avec tous les changements que nous sommes en train de vivre actuellement, la fin d'un système qui est le système industriel pour passer à ce nouveau système, avec les mêmes inquiétudes qu'il y a eu chez les auteurs, parce que je suis évidemment une passionnée du 19e, je fais ma recherche sur le 19e, comme vous pouvez bien comprendre, tout au début du 19e. Enfin, je vais jusqu'au romantique, hein, je vais jusqu'en 1830. Mais donc, je suis passionnée par cette période-là. Pourquoi? Parce que moi-même, en tant que personne, je me retrouve dans cette littérature-là, au départ. Je me retrouve dans ces changements-là. Euh, Après, je sais pas, je suis... voilà. Et je dois vous dire aussi que c'est parce qu'enfant, j'ai beaucoup lu 19e. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que depuis la première, j'ai commencé à lire. Évidemment, j'ai commencé avec tout ce qu'on lit d'habitude, Stendhal, Zola, plus la fin du 19e, Zola, etc. Et j'ai toujours lu depuis très jeune, en fait, le 19e, et j'y suis bien. Mon poète préféré, évidemment, c'est plus tard dans le siècle, c'est Baudelaire. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux vous vendre. Évidemment, moi, chaque roman, l'important aussi, c'est la partie religion. Dans le premier, c'était le catholicisme. Dans le second, c'est aussi la femme musulmane. Dans le prochain, ce sera la femme juive. J'ai aussi une recherche au-delà de l'histoire. J'ai une recherche spirituelle, je peux le dire comme ça. Je fais du yoga, etc. J'ai une recherche spirituelle dans ce qui est cette recherche qui est commune à tous, à, à la religion en général, mais je ne parle pas de la religion au niveau petit, au niveau Bible, Coran, etc., mais à voilà, à cette partie spirituelle, je dirais, de moi. Et donc, chacune de mes romans vont vous ouvrir sur une nouvelle femme au 19e. Alors, bon, le thème, évidemment, c'est la femme au 19e. La femme que le Code de Napoléon et l'article 213 avaient réduite à l'état d'enfant,
qui disait, ben voilà, la femme doit obéissance à son mari, et puis elle n'en avait aucun droit. Et donc, je veux restituer cette femme qui est peu là autant en littérature au 19e que dans l'histoire. Pourtant, vous allez découvrir dans le prochain roman, comme dit Chateaubriand, quand il arrive en 1800, il n'y a que des femmes et des enfants et des vieillards dans les champs. Moi, je suis partie de cette situation pour mon prochain roman. Voilà, ça vous dit tout. Parce qu'on l'a oublié, ça. On l'a oublié que les guerres napoléoniennes, sans les femmes qui menaient le pays, puisqu'il n'y avait plus que les femmes et les enfants pour mener le pays, ben voilà, comme en 14, on est dans la même situation qu'en 1914, un siècle plus tard. Voilà. J'arrête là parce que sinon je parle trop. Non, non, mais c'est ça. Donc, c'est une question de réhabilitation aussi de la femme au 19e. Ouais, exact. Céline, alors. Toute autre période, mais Oui, sur... pourquoi la fronde? Oui, pourquoi cette période? Oui. En fait, déjà, c'est une période que j'ai beaucoup lu de romans qui se passaient à cette période-là, donc je pense que j'ai été baignée dedans et ça m'a forcément influencé. Et je dirais que même si c'est plus récent, le 18e siècle, pour moi, ça commence à devenir. Alors, je dis ça et je m'interdis pas d'écrire sur le 18e siècle, hein, mais ça commence à devenir un peu trop récent pour moi. C'est comme dans les romans, je cherche aussi presque un dépaysement. J'aime que ce soit assez loin de notre période actuelle pour aussi trouver un dépaysement dans l'histoire. Et en plus, oui, c'est une période où j'adore l'art, j'adore la musique baroque. J'écoute que ça, donc je saoule tout le monde à la maison en écoutant que des musiques baroques. Mais j'adore ça. Donc voilà, c'est vrai que je vis un peu, en mon fort intérieur, je vis un peu au XVIIe siècle en fait. Et j'aime aussi beaucoup, mais ça c'est par mes lectures aussi, par la lecture de Robert Merle, toutes les guerres de religion, donc toute la fin du XVIe siècle. C'est quand même des périodes hyper. Enfin voilà, on assassine les rois, il y a des guerres civiles, il y a enfin, Saint-Barthélemy, c'est quand même un épisode de l'histoire française qui est quand même hallucinant, cette espèce de folie collective. Enfin voilà, toutes ces périodes-là me fascinent, et donc la Fronde, cette espèce aussi de guerre civile où Paris se retrouve complètement assiégé, les propres troupes du roi affament Paris. Enfin, je trouve ça fou, quoi. Enfin, on n'imagine pas aujourd'hui, enfin voilà, Macron fermer Paris enfin voilà, donc voilà, ça me dépayse quelque part. Si, on peut l'imaginer. Et là, presque plus. On Je va... peux vous dire, je peux vous dire une chose, c'est quand vous avez lu le livre de Céline, vous n'allez pas y croire, mais je reviens de Paris, où je suis allée à l'église de Saint-Eustache, que je ne savais pas que c'est Louis XIV qui l'a fait construire parce qu'il en avait marre d'aller à Notre-Dame de Paris. Alors, partout où je vais à Paris, finalement, maintenant, je ne recherche, je n'ai recherché que la Il est partout. période du livre de Céline parce que c'est un roman tellement immersif que voilà, moi qui devrais en fait plutôt aller aux Invalides, voilà, je me retrouve, je me retrouve, aller, voilà, aller, En voilà. place de grève. Bah, d'ailleurs, avec Céline, c'est ce on proposera bientôt. On est allé faire le tour de Paris sur les traces de Céleste qu'on a filmé et pour faire un documentaire qui sortira bientôt sous forme d'épisode pour montrer ce qui reste sous la pluie, tout Mais sur la ça, Mazarine. et sur la Mazarine. Voilà. Et ça, c'était hyper important. Comme disait Elisa, c'est un roman qui est hyper immersif et chez nous, en tout cas, c'est hyper important de proposer des romans immersifs qui nous plongent complètement dedans. Et alors, on ne peut pas le faire sur le Sérail, hein, le documentaire, désolé. Ouais. Mais on a le projet de le faire pour le roman d'Émilie Riger qui sort en octobre. Et le plus gros projet, c'est d'aller au Canada filmer avec Marilyn. Voilà. Ça va devenir nos épisodes Jeanne et Juliette. Alors, on abandonne la littérature, on va se lancer dans le documentaire. Ça tombe bien parce que Céline fait dans la vidéo, donc c'est parfait aussi. Ah oui, c'est pour ça, Faut on cumuler l'emmène les. partout avec nous maintenant. D'ailleurs, Céline, il est noté souvent dans vos biographies que vous aimez beaucoup cette ville de Paris. Est-ce que c'est un matériau qui va rester dans votre littérature? Est-ce il y a déjà tellement de choses sur Paris et le matériau est immense? Est-ce que c'est cette ville-là qui vous fascine et qui va continuer aussi? Alors, dans cette saga-là, j'imagine que oui, mais au-delà de ça, notamment pour l'homme de Cro-Magnon, puisqu'on ne lâche pas l'affaire.
Je plaisante, Virginie. Mais Non, non, mais l'homme de Cro-Magnon à Paris, il va falloir qu'on en parle. Je suis sûr qu'en creusant un peu, on va retrouver des restes. Non, non, mais j'aimerais qu'on parle de ça. non, c'est vrai que j'adore la ville de Paris, et c'est vrai que mes trois romans pour l'instant ont lieu à Paris, se déroulent à Paris. Je m'interdis pas de quitter Paris quand même. Moi, Propose physiquement, j'ai bien quitté pour la Paris. suite, hein. J'ai quitté Paris que 9 mois pour mes études, donc je suis pas une grande aventurière, mais je promets que Ouais, peut-être elle pour mes était romans. proche banlieue. Non, j'étais à Tours, ça va, c'était 1 heure de train. Mais non, je m'interdis pas de quitter Paris quand même pour d'autres projets. Parfait. Alors, on va prendre une petite photo de groupe parce qu'on a l'habitude de cela. Et juste après, Elisa, est-ce que tu pourras nous lire un premier extrait? Et ensuite, ce sera pour Céline. Comme ça, vous allez nous mettre dans l'ambiance historique. Et on parlera évidemment des livres juste après. 3, 2, 1. Préparez-vous pour la photo. Allez, j'en fais une deuxième pour celle qui se recoiffe. C'est bon. Et Elisa, c'est à toi. Ah, donc, c'est fini la photo? Oui, c'est fini, ça y est. Ça y est. C'est le Ah, moment ok. extrait. On peut Ça y bouger. est. Ouais. Vous pouvez bouger, Donc, ouais. tu veux que... Alors, moi, j'ai pris un extrait qui, bon, évidemment, plus qu'historique, c'est plutôt une mise en situation du début du livre. Donc, le tout petit extrait qu'il y a au début du livre commence comme ça, et ensuite, on va continuer, qui est un peu la suite de ce petit extrait. Harem, harem. Mais que voulait bien dire ce mot? Harem, harem. Le quartier des femmes, il avait dit, les femmes vivaient-elles ailleurs? J'avais un mauvais pressentiment. M'arrêter de marcher. Refuser de continuer. La tunique jaune avait lâché mon bras. Et si je revenais en arrière? Et si je courais? Donc, juste après ça, il y a cette scène. C'est plutôt une scène que j'ai prise, qui est juste ce qui se passe après et si je courais. Le silence, la mi-obscurité, la vacuité froide me firent frissonner. On m'avait conduite dans une pièce tout en marbre blanc et signalé d'un doigt pointé son unique meuble, un divan recouvert de soie rouge qui longeait le mur. Qu'allait-on me faire? Pourquoi m'avoir séparée de mes compagnons? Je m'assis délicatement sur la banquette, y appuyant le moins possible ma jupe bariolée de taches de sel. Mes yeux finirent par s'habituer à la pénombre et je distinguai de l'autre côté de la salle une cascade murale formée de coquilles en pierre superposées. De fines gouttelettes tombaient d'une vasque à l'autre. De l'eau douce pour me laver. Mais je n'osais pas bouger. Je contemplais mes mains craquelées et sales, mes phalanges trop protéburantes, mes ongles striés, des doigts de vieille, alors que j'allais avoir 20 ans. Les minutes passaient, longues, et personne ne venait. Le tintement plaintif de l'eau exacerbait mon angoisse. Pourquoi me faisait-on attendre si longtemps? Je m'arrête là, parce que la dernière fois, elle nous a dit que l'extrait était trop long, donc je vous en... Non, j'ai pas dit ça. En fait, c'est passionnant. Vos extraits sont passionnants. Là, voilà, il fallait faire quoi? Non, mais Anthony, j'ai anticipé, hein, je les connais. Non, c'est juste le tout début pour vous laisser attendre où on l'amène dans une pièce et elle ne sait pas où elle va. Et voilà, j'en dis pas plus. Moi, je trouve qu'on est en train de frustrer Elisa, là. Ah, ouais, ah oui, oui, non, mais oui, tu la connais pas, mais oui, oui, on la frustre là. T'inquiète pas, elle. Alors, Céline, c'est à toi. Alors, c'est à moi. Donc là, on est, pour le contexte, on est au tout début du roman, et là, Céleste vient de sauver un jeune garçon des flots, et elle le ramène, donc il se réveille en fait au milieu d'un lupanar, donc au milieu des prostituées, et le voilà qui se réveille, qui ouvre les yeux. Est-ce que je suis au paradis? Quelques rires fusent dans l'assistance, l'enfant plonge ses yeux dans ceux de Céleste. Êtes-vous un ange? Les rires redoublent parmi les filles de joie. Le fils du bourreau, un ange. En voilà une idée cocasse. Le garçon tend la main avec innocence vers celui qui l'a secouru. Ses doigts caressent sa joue. Céleste ne peut retenir un frisson. Personne ne touche l'exécuteur public. La superstition est trop forte. Celui qui donne la mort est un oiseau de mauvais augure. Le peuple craint le bourreau autant qu'il le respecte et garde ses distances avec lui. Ce dernier doit donc vivre loin de ses semblables, en marge de la société. Céleste se souvient de la solitude dans laquelle ils ont grandi, elle et son frère. Ils n'ont jamais fréquenté que les gens de leur espèce, les marginaux, les rebus, les proscrits, à l'image des filles du palais des plaisirs. Céleste esquisse un sourire, retire la main de l'enfant.
Tu n'es pas au paradis, bonhomme, mais bien sur Terre, dans ce que l'on pourrait appeler, disons, qu'importe. L'essentiel, c'est que tu es sain et sauf. Ton carrosse est renversé, tu es tombé à l'eau, par chance, je prenais le frais et j'assistais à la scène. Alors j'ai plongé pour venir te repêcher dans la Seine. Céleste est satisfaite de son jeu de mots. Mais l'enfant, lui, reste impassible. La fille du bourreau se dandine sur le canapé, embarrassée par ce garçon trop sage. Elle tente une plaisanterie. Tu sais que tu as de la chance. Non seulement je t'ai sauvé la vie, mais tu as eu le privilège d'être sauvé par le roi. Comme la fève était dans ma part de galette, pardon, comme la fève était dans ma part de galette, le roi, c'est moi. Céleste a relevé la tête, bombé le torse pour faire rire l'enfant, mais ce dernier n'a toujours pas la réaction attendue. Pire, il fronce les sourcils. Alors l'un de nous étant, alors l'un de nous deux étant trop, car il ne peut pas y avoir, alors l'un de nous deux étant trop, car il ne peut y avoir qu'un roi. Et le roi, c'est moi. Céleste éclate de rire, le silence répond à son hilarité. Tous observent l'enfant. L'hermine au col de sa mère, l'épée aux côtés de l'homme qui est revenu à lui, la calotte et la robe rouge de celui qui tient un mouchoir taché de sang à son front et qui ressemble étrangement au cardinal Mazarin. Le rire de Céleste s'éteint, elle baisse la tête, pose un genou à terre. Je prie Sa Majesté de bien vouloir excuser ma maladresse, je ne l'avais pas reconnu, et je lui rends son sceptre bien involontairement emprunté. Et désolé pour la lecture, j'écris mieux que je le lis. Alors, c'est faux, c'est faux. J'aimerais que vous nous parliez toutes les deux de ces deux héroïnes, Héloïse et Céleste, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais vous avez choisi d'incarner ces deux héroïnes. Et j'aimerais que vous nous parliez également, donc évidemment de l'histoire, mais plutôt aussi de davantage nous parler de ces deux héroïnes que vous avez choisies euh, par rapport à leurs traits de caractère, par rapport à leur apparence aussi potentiellement physique. Est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans ces deux héroïnes-là? Est-ce que vous auriez aussi voulu tout simplement vivre à cette époque-là? On a bien compris que pour Céline, je pense que oui. Elisa, je ne sais pas encore, mais en tout cas, j'aimerais que vous nous parliez d'elle et de votre lien en tant qu'écrivain et en tant que femme aussi vis-à-vis d'elle. Alors, je ne sais pas si j'aurais aimé vivre au XVIIe siècle, parce que bon, c'est quand même un siècle très violent. Mais par contre, Elle être aussi. téléporté, ouais, voilà, ça, j'adorerais vivre, voilà, une semaine ou une journée au XVIIe siècle, ce serait génial. Et forcément, Comment ne pas entre, tomber sur un bourreau? ouais, voilà, ou de se tenir à Poirot En pour fait, éviter d'y avoir affaire. Mais oui, forcément, je pense on met forcément un petit peu de soi dans ces personnages. Moi, mon personnage, c'est une fille, mais qui, aux yeux de tous, c'est un garçon. Alors, je me suis inspiré quand j'étais gamine, j'étais un peu garçon manqué, donc je me suis inspiré un peu de, voilà, de mes jeux et puis de comment je me comportais. Mais bon, voilà, ça, c'était mon enfance. Après, je pense que la comparaison s'arrête là. Céleste, elle a son propre caractère, elle est cupide, elle est aventurière. Moi, je suis pas du tout aventurière, enfin pas trop. Je suis pas cupide, je pense. Mais voilà, elle a ses propres qualités, ses propres défauts. Et je vais piocher par-ci par-là en m'inspirant de personnes aussi de mon entourage, mais pas forcément de moi. Elle a tes yeux bleus. Elle a mes yeux bleus. Et une mèche, mais ça, la mèche, c'est elle nouveau. a des cheveux. T'as dit quoi, il disait? On n'a pas entendu. Et la mèche de cheveux, je disais. Ah oui. Coucou. Et moi, en fait, physiquement, moi, j'ai voulu faire un hommage à ma grand-mère, qui était une paysanne, donc Héloïse est une paysanne aussi. Elle a son physique, elle a les yeux bleus, le teint blanc et les cheveux frisés comme moi, qu'avait ma grand-mère. Donc physiquement, elle lui ressemble. Après, bon, je pense qu'il y a beaucoup de moi aussi dedans. Euh, mais je sais pas, elle existe elle, hein, c'est elle. Elle est, elle est Louise, elle n'est pas moi. Ses réactions, moi, j'ai pas vécu tout ce qu'elle a vécu. Je n'ai jamais été enfermée dans un cachot. Je j'ai jamais, voilà, on m'a pas violée quotidiennement. Donc mais j'ai imaginé, en fait, j'ai lu beaucoup de témoignages. J'ai parlé à des gens. Je pense que l'expérience, enfin, moi j'aime bien connaître l'expérience. Pour le premier moment, j'avais arrêté de manger pendant plusieurs jours pour voir comment ça réagissait avec mon corps. Ça a été difficile, mais on voit comment on réagit physiquement. Là, je me suis régalée, je suis allée au hammam. Pour ça que la scène du hammam est très bien, parce qu'en fait, c'est aussi ce que j'ai ressenti moi-même.
Après, j'ai des amies musulmanes qui m'ont parlé de leur façon de concevoir la vie et qui m'a ouvert. euh, Après, elles m'ont fait lire ma Fatima, enfin mon amie Malika, je peux la citer, m'a fait lire Fatima Mernissi, que j'ai un espagnol par ici. J'ai beaucoup lu, j'ai lu aussi des auteurs. Fatima Mernissi, on n'est pas au 19e siècle, elle a écrit l'harem de l'Occident, le rêve en espagnol est sueño del umbral. Je ne sais pas en français, parce qu'il y a certains livres que j'ai écrits que j'ai vus en espagnol. Et je me suis ouvert à tout un monde que je ne connaissais pas à travers elle. Euh, à travers elle, j'ai appris, j'ai beaucoup parlé avec des musulmanes, comment elles vivaient leur religion, comment elles vivaient leur monde, comment elles concevaient le monde surtout. La providence. Après, je vous avoue que j'ai découvert, je connaissais déjà, mais j'ai relu Le Prophète de Khalil Gibran, que j'adore. J'adore, je vous conseille à tous de lire Le Prophète de Khalil Gibran. C'est une philosophie de vie incroyable. Il y a une philosophie de vie incroyable. Quant à Héloïse, je ne sais pas trop quoi dire d'Héloïse. Héloïse, elle est comme moi, elle lâche rien. Héloïse, elle est comme moi. Ses enfants, enfin, son enfant va passer en premier. Euh, Héloïse, elle est comme moi, elle a ses moments de dépression et puis elle se relève après. Il faut qu'elle tombe pour qu'elle se relève. Moi, je suis un peu comme ça. Il faut que je tombe pour que je me relève. Héloïse va tomber, elle se relèvera. Euh, je sais pas, quant à l'amour, quant à l'amitié, après, les autres personnages, je les ai complètement inventés. Certains sont inspirés d'amis, donc je n'en parlerai pas. Je ne veux que personne ne se C'est reconnaisse. vraiment tes amis, hein. Très vieux. Ils sont très vieux, apparemment. Ils sont très Donc, vieux. je n'en parlerai pas Mais beaucoup. l'important, je rebondis juste comme ça, c'est qu'aussi les héroïnes, elles soient tellement, qu'elles soient aussi, qu'on puisse s'identifier à elles. Alors, c'est des héroïnes à part entière, mais c'est que les lecteurs, effectivement, on met toujours part de soi dans son texte, mais elles fassent partie, indépendamment, du fait qu'elles sont attachées à l'auteur, du quotidien du lecteur. Et ça, pour nous, c'est super important, quoi. Je pense que c'est un peu ça, l'idée. Et comment justement, je ne sais pas si Elisa avait terminé, mais comment vous vivez au quotidien avec les personnages? Elisa, vous parliez quand même d'avoir arrêté de manger pendant quelques jours pour vous mettre aussi dans cet état-là. Alors Céline, Bah, logiquement, j'ai pendu des gens pour. voilà, logiquement, ça n'a pas été le cas. Mais, mais, mais concrètement, comment vous vivez avec elles? Parce que elles vous occupent quand même la majeure partie de votre temps, puisqu'il va y avoir 3 tomes. On a bien compris que c'était 3 tomes et pas un de plus, hein, n'exagérez pas toutes les deux. Mais Mais, c'est quand même pour quelque chose. Héloïse, peut-être. On ne Ah, sait Ah pour oui, pas. parce que pas les 4. Pour Héloïse, peut-être. La fin de la série se finit au 4e. Mais euh, en fait, moi, le problème, c'est est-ce que on est ça un vous peu étouffe? envahi par Ouais, notre. voilà, est-ce que Enfin, ça vous étouffe on un est peu? envahi et on vit parfois trop. Et on a besoin de pause. Enfin, moi, j'ai besoin de pause dans la réalité. C'est-à-dire que j'organise un peu mes années. Je vis dans le réel et après, je me fais une pause pour un peu l'imaginaire. Je ne sais pas comment vous dire, parce que c'est vrai qu'on est hanté. On est hanté par notre histoire. Moi, il m'arrive souvent que quand les enfants étaient plus petits, ben voilà, je conduis au rond-point, ben, j'oublie de tourner parce que je suis en train de penser à la prochaine scène alors que je suis en train de conduire la voiture. C'est dangereux. C'est dangereux. Et, euh, et ma fille dit, mais t'as pas tourné, maman. Et je fais le tour du rond-point et je sors. Bon, maintenant, mes enfants sont partis, ils sont plus grands. Tu Donc, peux faire des tours de rond-point comme tu veux. mais c'est vrai que moi, je revenais du travail souvent dans la voiture, les enfants parlaient entre eux, puis moi, j'étais en train de penser à la prochaine scène et j'étais déjà, comme j'écris après le travail, j'étais déjà, je vous dirais, presque dans le roman ou etc. Et maintenant, ce que j'ai décidé, c'est j'ai 6 mois de l'année où je suis plus, ou peut-être on travaillera le texte avec Virginie, mais je suis pas dans mon monde là. Quand on travaille le texte, ça y est, je suis plus dans le monde. Et après, là, moi, je vais passer l'été je veux dire, à être entre deux réalités, qui sera ben voilà, que je serai au 19e et en même temps au 20e, et parfois au 21e siècle.
Mais c'est vrai que je m'y mets, enfin, moi, la façon dont je travaille, mais tout le monde, aucun écrivain n'est pareil, comme aucune personne n'est pareil, on travaille tous de manière différente. J'ai tendance à bien m'immerger et j'ai tendance à, voilà, quand j'y suis, j'y suis. À m'échapper quelque part ou à, je sais pas m'échapper, mais j'ai du mal, mais ça c'est moi, on m'a dit que j'allais apprendre, mais j'ai du mal à c'est pour ça que je préfère réduire l'écriture sur plusieurs mois en concentré. Moi, j'ai la chance énorme d'avoir les vacances l'été. Je sais que tout le monde n'a pas ça. Parce que ça me permet de concentrer. J'y suis, je le vis, je dors, je me réveille, j'en rêve. Voilà, j'y suis complètement dedans. Et après, je reviens dans la réalité. Voilà. Sur Mais la chaque réalité. Céline. Bah, moi, mes personnages sont toujours avec moi, donc ça fait un peu du monde à la maison. Il y a Fouquet, il y a Louis XIV, il y a Céleste à table et le bourreau. C'est beaucoup Non, de mais en fait, il y a beaucoup de monde, ouais. Et non, mais je les retrouve avec plaisir, en fait. Pour moi, l'écriture, c'est un vrai plaisir aussi. Donc, j'adore ça, écrire. J'adore inventer des histoires. Et donc, je les retrouve avec plaisir le soir. Ou... En fait, j'écris un peu quand je peux, parce que bah, j'adorerais pouvoir m'isoler 6 mois dans un monastère et pouvoir écrire mes romans. Mais malheureusement, la vie ne me permet pas ça. Et puis, j'ai une famille que j'aime aussi et que j'aime, que j'aime, avec qui j'aime être aussi. Donc, voilà, dans l'organisation du temps. Dès que je peux écrire, dès que je trouve un moment, même dans les transports, hein, parfois j'écris. Euh, et tout ça pour dire que oui, voilà, donc il m'accompagne souvent. Et puis bah, je sais pas, le matin, je peux aussi me réveiller en disant ah tiens, peut-être je pourrais. Alors, j'ai un plan. Je suis désolé, hein, c'est un peu sans queue ni tête ce que je raconte. Mais j'ai un plan. J'essaye de suivre je suis un plan quand j'écris. Mais parfois mes personnages m'emmènent aussi un peu ailleurs. En fonction de la manière dont ils vont réagir, il va arriver un nouveau rebondissement ou voilà. Donc je me laisse surprendre parfois aussi par leur façon à eux de se comporter. Et donc voilà, même moi je me surprends parfois dans l'écriture. Je sais pas si ça répond à ta question, Tony. Oui, oui, très bien, très bien. J'aimerais, Virginie, que tu nous dises d'ailleurs, est-ce qu'il va y avoir des sortes de collections à envisager? Est-ce que tu as envisagé de créer des collections de manière, j'imagine que non, mais je pense que la question mérite d'être posée quand même sur le fait que potentiellement tu pourrais segmenter aussi certaines histoires. Tout à l'heure, tu as dit que les deux histoires, les deux romans étaient totalement différents aussi, leur approche aussi différente. Tous les romans risquent d'être différents, en tout cas les quatre que j'ai pu consulter le sont. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une possibilité pour toi de segmenter le catalogue Jane et Juliette pour plus tard, bien sûr, mais est-ce que ça a été une perspective aussi de réflexion? Alors, non, pas sûr, parce que les sagas, pour moi, se segmentent toutes seules. Mais là, c'est peut-être tôt pour envisager ça. Par contre, les seuls projets à moyen terme, on va dire ça, c'est d'avoir une autre collection, mais la collection jeunesse. Mais pour plein de raisons. Alors, mon associé est passionné de littérature jeunesse, de très bonne littérature jeunesse, donc, et ce côté saga romanesque, historique, on l'a très peu en jeunesse, ou alors on va avoir la fantaisie, du fantastique, toujours quelque chose, du coup, on l'a moins. Et dans cette collection-là, intégrer aussi les albums d'enfants, c'est ma grande passion, ma deuxième grande passion. Euh, sur le côté historique, parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas, on a beaucoup les pirates, le Moyen-Âge, les hommes de Cro-Magnon, on les a, mais on n'a pas forcément voilà, quelque chose qui pourrait avoir le côté historique sans être des Kiddie Dogs ou ce genre de choses, mais ça reste un projet à moyen long terme. Et en termes de collection pure, sauf si on voit que les parutions s'y prêtent, pardon, il n'y a pas de, voilà, c'est pas envisagé. Et j'aimerais que tu nous parles aussi, parce que là, il y a quand même deux romans qui sont sortis il y a à peu près une semaine. C'est quand même un choix fort de lancer deux romans de la sorte pour une création de maison d'édition. Quelle est justement ta stratégie par rapport au choix des quatre premiers textes que tu vas sortir? On va en parler peut-être juste après des deux autres qui vont sortir bientôt. Enfin, bientôt. Pour un éditeur, c'est très bientôt. Pour les lecteurs, Demain, c'est c'est déjà trop tard. voilà, voilà, c'est ça. Mais j'aimerais que tu nous parles justement de cette volonté
de ne pas être, par exemple, en rentrée littéraire. Septembre, août, septembre, tu ne publies pas. Il y a un titre qui sortira en octobre, un autre en novembre. C'est toutes des réflexions que tu as eues, j'imagine, bien en amont, euh, justement pour aussi être à part et qu'on voit les parutions, j'imagine aussi. Mais voilà, j'aimerais que tu nous livres aussi ta réflexion par rapport au choix des dates, au choix des moments et au choix des autrices. Alors, je réponds juste à la question de Chloé qui a mis dans le chat par rapport aux Colombes du Roi Soleil. Oui, c'est de la jeunesse, mais c'est encore un petit peu jeune. Nous, on est encore un peu plus, si jamais on développe, ce sera un peu plus vieux. Mais j'aime beaucoup les Colombes du Roi Soleil. En termes de date, j'avais des idées très, très arrêtées sur ce que je ne voulais pas. Euh, Déjà, la rentrée littéraire, on n'a rien à y faire parce qu'on n'est pas roman a pris concours, j'avais vraiment pris concours, on se comprend. On est de la littérature grand public, de la littérature d'été. Là, on l'a sorti aussi pour l'été. Le choix d'une sortie simultanée était uniquement pour, euh, pour le, pour le lancement de la maison, ce qui n'était pas forcément prévu à la base, et c'est un choix de diffusion. C'est pas mon choix personnel, c'est un choix de diffusion beaucoup plus gros que nous, euh, qui ont décidé de lancer le pari de la maison. Donc ce sera les deux seuls qui sortiront ensemble. Et comme ils sont très différents, ils s'entraînent l'un et l'autre. Et c'est assez chouette parce qu'aussi on a une réflexion quand on dit grand public. On va parler de côté trivial, le prix. Aujourd'hui, le prix d'un livre en brochet dépasse souvent 20 €, voire 23, 24. Et nous, on a fait un choix de 16,90 € pour du grand format, ce qui permet d'être accessible. Donc, quand on est accessible aussi en termes de littérature, mais aussi en termes de prix, et d'avoir lancé les deux permet aussi de se dire, bah, l'un et l'autre sont différents, bah, pourquoi pas prendre les deux? Et c'est qu'on a vu à peine une semaine de sortie, quand les filles ont dédicacé aussi, ça a été vraiment cette idée-là, d'avoir les deux pour plein de raisons différentes. Et pourquoi octobre? Du coup, là, on sort sur mai les deux, avant les vacances. Octobre, novembre, avant Noël, puisque là, on est vraiment sur de la littérature un peu plus hivernale. On en parlera après sur les deux autres tomes. L'année prochaine, le prochain sort en avril. On aura avril, mai. Et voilà, ça va être, mais jamais en janvier, jamais en février, jamais août, septembre. Voilà, on ne verra jamais. Pour qu'aussi les libraires, comme tu disais un peu, qu'on nous voit, qui prennent le temps de nous lire, pas être submergés par toute la rentrée littéraire qui prépare, on a l'impression, toute l'année. Donc, en Alors, tout cas, l'édition, c'est comme ça. alors oui, c'est surprenant ce que tu dis, parce que là, de ce que tu dis à peu près, on est sur 4-5 romans peut-être annuels. On est à peu près sur ça. Ce sera 6 après. Ce sera 6. 6, voire 8 ou 9. Comment va s'organiser justement l'immense turnover entre les auteurs qui vont lancer leur saga, et je crois que tu as dit qu'ils allaient lancer leur saga un par an, et ensuite les nouveaux auteurs que tu vas potentiellement lancer aussi. Est-ce que 6, est-ce que tu vas tenir La distance. cadence? Alors, oui, en tout cas, j'espère. En tout cas, comme je disais, le catalogue de 2024 est bouclé, avec des textes qui sont presque prêts, dont le mien qui n'est pas du tout prêt, mais mon éditeur s'en chargera de me mettre un coup de fouet. Donc déjà, voilà, il y a quand même ce côté-là. On a donc Eric Bonny, qui est notre premier homme, qui sera publié en octobre 2024. C'est un texte terminé, sur lequel on n'a pas encore travaillé, mais qui est terminé. Et le but, c'est d'avoir des manuscrits aussi qui sont quasiment terminés, sur lesquels on va beaucoup travailler, parce que je travaille beaucoup avec mes auteurs et à leur grand drame. Mais le fait est que voilà, le but, c'est qu'on puisse quand même s'organiser du temps, et je ne serai plus toute seule sur la partie édito, donc voilà, de se partager. Pour moi, 8 livres par an, c'est le maximum. Pour faire un travail profond édito. Alors, par contre, il n'y a pas de vacances hein, chez les éditeurs. Du coup, voilà, ce sera ça. Mais je pense qu'on va tenir la distance, et puis on va tenir la distance. Et puis les auteurs qui ont déjà inauguré leur saga ont déjà compris comment on fonctionnait, ont appris à comment travailler avec nous, et bah, après ils le font tout seuls en fait, ils sont grands. Je vous mets pas la pression pour le tome 2, les filles. Au fouet, quoi. Au fouet, voilà. Oui, lâché, Et le mot est lâché. c'est aussi une histoire de relation en fait. On est très dans la relation humaine, et ça c'est hyper important pour nous. Même en tant que maison d'édition, on pense être encore à taille humaine.
on parle beaucoup avec nos lecteurs, les auteurs sont très investis dans ce qu'elles font. Nous, en tant que voilà, on a Et une des- relation auteur-éditeur qui est peut-être un peu plus poussée que dans les très, très grosses maisons, mais parce qu'on peut se permettre ça. Je confirme, j'ai jamais eu un travail, enfin moi c'est la première fois qu'on a un travail aussi euh, poussé sur un texte. C'est très appréciable en tout cas. Que Et tu dis, en, mais tu as pleuré. Non? et en De même temps, joie? Virginie, j'ai vu aussi que on est le 1er juin. Demain sort un roman aux éditions Anne Carrière. Ton roman aussi. Enfin, là, il y a quand même des rythmes assez incroyables C'est un entre. robot en fait, elle ne dort pas. J'ai l'impression que c'est C'est difficile. compliqué. Est-ce que tu veux peut-être en parler aussi? Je vois que tu étais un peu gêné quand je viens de le dire, mais Non, 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 non. pas de souci, mais c'est tellement une aventure. En fait, j'en parlais avec mon éditrice aussi chez Anne Carrière. En fait, c'est un roman, il serait sorti il y a 2 ans, j'aurais été folle de joie, je n'aurais pensé qu'à lui jour et nuit. Et en fait, là, il s'avère que demain, c'est la sortie et je l'ai oublié ce matin. Parce que je suis tellement sur Jeanne et Juliette. Après, c'est un roman qui est très particulier. On est en littérature blanche, donc vraiment très différente d'historique, sur un thème qui est sensible. Et j'ai adoré travailler. C'est un roman qui a été écrit entre octobre 2022, donc en plein travail avec Céline et Elisa, et décembre 2022. Voilà, donc en plus de tout le reste, ça a été un gros travail, mais j'en suis très très contente et j'espère que je lui souhaite une très longue vie aussi à ce roman. Et, et voilà, en fait, on s'arrête jamais. Et c'est un vrai problème, mais on s'arrête jamais, mais on est passionné par ce qu'on fait, donc je pense que ça se dit beaucoup. On connaît ça, je connais ça aussi. Je Euh, vous montre juste le livre, si je peux. voilà, la veuve apprivoise. Basé. Là, voilà, une très belle couverture. Qui a été faite par la graphiste de Jeanne et Juliette, Tout À se retrouve. laquelle? Cerise Hurter, qui a fait l'illustration et la couverture. J'aimerais que vous nous parliez toutes les deux, Elisa et Céline, de la suite, de ce qui va arriver là prochainement. Alors Elisa en a un petit peu parlé aussi et elle nous a fait quand même de sacrés teasers à chaque fois. Elle est très forte pour teaser le prochain roman. Euh, pour le coup, comment s'organisent aussi vos journées par rapport à ça? Le tome 2, le tome 3, le tome 4 pour Elisa. Euh, où en êtes-vous sur ce Oui. travail-là? Et est-ce que vous, tout à l'heure, on parlait de soupape aussi. Est-ce que vous avez aussi besoin de cette soupape-là, de sortir de cette saga parfois, euh, pour ne pas, enfin, au contraire, pour continuer qu'il y ait cet attrait, cette appétence pour ces héroïnes-là, même si elles vous habitent constamment, mais on imagine qu'il faut aussi parfois des soupapes. Comment vous envisagez votre quotidien par rapport à ces prochains romans qui vont sortir? Et si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, même si c'est difficile de déflorer quoi que ce soit pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome. En tout cas, voilà, je vous laisse libre. Oui, en fait, si je commence moi, chaque tome de mes romans, vous pouvez le lire sans avoir lu sans avoir lu la suite, sans avoir lu celui d'avant. C'est-à-dire là, on passe dans une ambiance complètement différente. Je ne vais pas vous dire où on va se trouver parce que c'est la fin du premier, mais on se trouve dans un autre pays avec des personnages totalement différents. Moi, je n'aime pas m'ennuyer. Donc, je garde juste mes deux protagonistes, c'est-à-dire elle et lui. Parfois, des personnages qui sont récurrents, qui vont être récurrents, mais pas spécialement peut-être dans le second roman, peut-être dans le troisième, qu'on va retrouver, qui reviennent. Mais euh, si vous voyez un petit peu, enfin, c'est pas du tout la même ambiance, mais vous voyez Outlander. Outlander, vous avez deux protagonistes, vous êtes en Écosse, vous êtes ensuite en France, vous partez aux Caraïbes et vous allez aux États-Unis. Avec moi, vous allez voyager aussi. Et vous allez avoir chaque fois des ambiances différentes, malgré que vous êtes tout le temps. Là, on va se retrouver, il débute en 1813. Donc, le prochain débute en 1813, mais c'est des ambiances. Bon, je peux vous dire déjà, il s'appelle Le Château de l'Ombre, vu qu'il est écrit à la fin. On donne le titre, mais on est dans un château, voilà. Et, et que ça va pas être tout gai. Mais on va se retrouver dans une ambiance complètement différente, comme je disais, personnages différents, et un thème de femme qui est le thème de la femme juive, et le thème principal sera l'importance du travail des femmes en France sous Napoléon. Je veux mettre en avant ça. Il y aura aussi le travail des enfants.
avec l'industrie textile. J'ai choisi l'industrie textile. L'endroit, c'est un endroit qui me tient à peur parce que c'est un endroit d'où je viens. Voilà, j'ai quelque part J'ai dit besoin que de... tu le disais pas. Oui. Ah oui, oui, mais on ne sait pas d'où je viens. Personne ne sait d'où je viens. En J'habite tout à cas, Majorque. On ne sait pas d'où je viens. Juste, j'habite à Majorque. Mais et voilà, donc voilà, je peux pas dire plus. Très bien, très bien. Céline. Ouais, ça va être difficile de parler du deuxième tome parce que pour Alors, le coup, pas c'est quand même forcément, la. ouais, pas Tu peux forcément pas. sur l'intrigue, mais en tout cas sur le Ouais. cheminement aussi, ou peut-être, voilà, pas forcément sur l'intrigue, c'est évident que c'est difficile, mais au moins Mm. sur le cheminement ou ce que tu souhaites aller, où tu souhaites aller, ou en tout cas quelque Alors, chose. je sais déjà où je vais parce que voilà, j'ai déjà mes, on va découvrir voilà des choses sur. Non, je vais pas aller plus loin. Mais voilà, je sais déjà où je vais. Tu parlais de soupape. Pour moi, le livre est la soupape. Et je pense que je vais avoir du mal à les quitter. Quand j'aurai mis le point final au tome 3, je vais avoir un grand vide. Donc, il va vite falloir que je trouve une nouvelle histoire et que. Moi, j'ai déjà une petite idée, hein, mais va vite falloir que je trouve de nouveaux personnages. Mais j'ai aussi une idée. Mais oui, en tout cas, voilà. Donc c'est difficile. Toujours est-il on sera à la fin de la fronde qui finalement dure de 1649 à 1652. Donc on sera à peu près, voilà, on sera à la fin de la fronde. C'est tout ce que je peux dire grosso modo sur l'histoire, sur le début du tome 2. Mais voilà, et sur sa rédaction. Il commence à être bien avancé là, donc voilà, je suis presque en avance par rapport au premier tome, par rapport à la même période de l'année il y a un an, puisqu'il y a un an, bah, rien n'était écrit, et là j'ai bien avancé. Donc voilà, je vais pouvoir bien le peaufiner et rendre une version bien travaillée à Virginie. c'est ce que disait Céline, je rebondis juste sur le fait que quand on finit un livre, une trilogie, enfin surtout une trilogie, je pense, parce qu'on est quand même très ancré, il y a un manque qui se crée. Et moi, je me rends compte à chaque. Alors, ce qui me rassure, c'est comme c'est des sagas, je sais qu'on a les deux autres tomes, mais que ce soit le livre d'Elisa et le livre de Céline. Alors, Céline, c'est encore différent parce qu'on a quand même travaillé du début à la fin. Quand on a fini le tome 1, et ben, il y a eu un. Enfin, moi, ça m'a fait quelque chose. C'était fini, quoi. Voilà, on le laisse partir, on le laisse grandir. Et là, je suis sur le roman qui sort en octobre. C'est un roman, je sais quand il sera fini, ça nous fait quelque chose. Donc, j'ose imaginer pour les auteurs, enfin, donc, pour tout romancière, je sais ce que c'est de lâcher ce bébé et d'accoucher, en fait. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est super important. Donc, elle fourmille toute d'idées. Il n'y a pas de souci et je m'inquiète pas pour la suite. Tant mieux. Alors justement, on va parler de la suite pour finir. C'est octobre, Émilie Riger et novembre, Ouais, Marilène Pion, tout à fait. québécoise. Ça, c'est important qu'une québécoise entre au catalogue Jeanne et Juliette parce qu'ils ont aussi au Québec une voix aussi particulière, très particulière, et une vision des choses singulière. Et je suis ravi que le Québec entre au catalogue Jeanne et Juliette. Marilyn est très. Enfin, elle, c'est vraiment un pari. Je l'ai contactée vraiment au culot, hein. Marilyn, en proposant Jeanne et Juliette, où rien n'était fait, parce qu'elle fait des sagas, elle en fait depuis des années au Canada. Elle, c'est vraiment sa spécialité, de saga historique. Et je suis très contente qu'elle nous ait rejoints, qu'elle ait dit oui, qu'elle soit enthousiaste. Et là, on est sur un roman qui est, on appelle ça, nous, le Downton Abbey canadien. C'est vraiment. C'est l'histoire d'une grande famille, c'est la saga familiale, quoi. C'est très, très ancré et c'est très chouette. Et le roman d'Émilie Riger, donc, qui s'appelle Les Parures de Paris, qui sort en octobre, sur le Paris de la monarchie de Juillet, sur la bijouterie, la joaillerie, qui est un milieu qu'on connaît très peu et qui était un métier interdit, littéralement interdit dans le code civil aux femmes. Donc évidemment, nos héroïnes, elles adorent s'affranchir, donc on se doute bien de ce qui va se passer. Et clairement, c'est des textes très différents. Et voilà, eux aussi, on a hâte de les présenter que les héroïnes. Donc Basilique, l'héroïne d'Émilie, et Florence, l'héroïne de Marie-Hélène. Basilique et Florence retrouvent Héloïse et Céleste, et comme un quatuor de folie. Parfait, parfait. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question. C'est le moment, soit dans le chat, soit à l'oral. N'hésitez pas. Est-ce que c'était bon pour tout le monde? Est-ce qu'elles ont été complètes? J'ai l'impression, hein. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, il est temps de vous remercier toutes les trois. Merci infiniment. Et on espère évidemment un superbe lancement. Ça y est, le lancement a été fait, mais en tout cas,
que l'été soit envahi de livres Jeanne et Juliette sur les plages notamment. Bah, surtout, là, je lance un appel. Si jamais vous voyez un livre de Jeanne et Juliette sur les plages, dans les bars, envoyez-nous une photo, ça nous fait toujours plaisir. Là, on a publié aujourd'hui la photo des mises en place qui nous ont été envoyées par nos lectrices et on est folle de joie parce qu'on ne peut pas être partout. Et on adore ça. Vraiment, n'hésitez pas. C'est super important. Et voilà, et puis c'est comme ça, plus les livres sont vus, plus les livres sont lus, hein, c'est pas un secret. Donc on a hâte que vous vous immergiez dans nos sagas et que surtout vous nous en dites des nouvelles. Ah, parfait. Merci infiniment, Elisa, Virginie, Merci Céline, beaucoup, Anthony, Merci. de nous avoir invités. En tout cas, Merci à vous, ouais. et à très bientôt pour de nouvelles aventures, romanesques ou pas, historiques, en tout cas, pour de nouvelles aventures. merci Et à beaucoup. tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, Elisa.